Chers petits observateurs, que faut-il savoir avant d'acheter une BMW M3 E36? Ça veut dire qu'elle est de 1996 et ça veut surtout dire qu'elle est très puissante, qu'elle est très sportive, qu'il y a beaucoup de fans. Et il nous fallait notre ministre des voitures de collection, Alexandre Guiraud. Tu vas bien, Alexandre? Renaud, bonjour POA, ça va? Bon, autre mythe, hein? Ah oui, ça c'est pour tous les adolescents qu'on a été au milieu des années 90, je pense que c'est effectivement une voiture qui a marqué les mémoires. La BMW M3, alors la deuxième du nom, puisque la première c'était la série 3 dite E30, et ça c'est une série 3 E36, donc la troisième série 3 dans l'histoire des séries 3. Il va falloir suivre. Hein, Il va falloir suivre, voilà, mais les BMistes y connaissent. Voilà, on peut dire aussi pareil. Hein. On imagine qu'il y a des purs et durs qui doivent connaître au boulon près. Là, l'idée, c'est de donner des grandes lignes pour ceux qui auront envie de sauter le pas. Donc, on peut aussi se faire appeler Arthur si jamais, encore une fois, on tourne. C'est pas, il n'y a pas de coupe, si je puis dire. Donc, parfois, la langue peut riper, on peut dire une bêtise et on la laisse. Et on la laisse dans le texte, voilà, c'est ça. Moi, avant de commencer, est-ce qu'il faut être spécialiste, justement, pour acheter ce genre d'auto qui sont quand même des pures sportives? Bon, spécialiste non, parce que l'avantage de la M3, c'est que c'est une super sportive, mais en même temps, c'est une voiture qui est basée sur une voiture de très grande série, qui est la série 3, plus de 500 000 exemplaires. Donc, en conception, c'est une voiture qui est bien faite de grande série. Il n'y a pas de choses compliquées ou tordues. C'est pas comme acheter une italienne des années 70 ou une anglaise des années 60, quoi. Donc, la difficulté, c'est surtout la conformité sur ces voitures, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été un peu modifiées, optimisées, du tuning, etc. Donc aujourd'hui, la difficulté, voilà, c'est de trouver des voitures qui sont restées dans leur définition, si possible, usine, quoi. Celle-là est usine, justement? Ouais, tout est strictement conforme? Oui, pour moi, oui. Les jantes, les trucs, c'était comme ça? Oui, ça c'est donc c'est la deuxième série, parce qu'il y a eu des M3 en 3 litres et après en 3 litres 2. Donc ça c'est une 3 litres 2, c'est la deuxième évolution de cette voiture-là. Voilà. Tu me disais en off, elle battait les Porsche 911 à l'époque. Alors oui, c'était l'escalade vraiment à la performance et à la puissance, mais le cocktail de cette voiture, c'est très simple, on prend à l'époque la plus petite caisse de BMW et on met le plus gros moteur 6 cylindres. Ouais. Alors au début c'était 286 chevaux, il faut se souvenir c'était le moteur qu'il y avait avant dans la M5 ou dans la M635, mis dans une petite série 3, donc ça déménageait déjà. Et ensuite on a revu la copie à 3 litres 2, 321 chevaux, une voiture qui faisait le 0 à 100 je crois en 5 secondes et quelques. Donc là, à l'époque, il y avait des comparatifs avec la Porsche 911 où, voilà, freinage mis à part, où la Porsche était peut-être plus forte, mais la M3 suivait la cadence tout en étant une voiture un peu plus grande, hein, puis c'est une petite berline, 4,40 m, 1,5 tonne, etc. C'est une voiture qu'on utilise tous les jours, voilà, on peut aller travailler avec, on peut partir en vacances, il y a 5 places, il y a un coffre, etc. Et en même temps, c'est une voiture assez redoutable avec 100 chevaux au litre, avec des accélérations, un moteur qui monte à plus de 7000 tours quand même. Hein, c'était 7200 je crois ou 7300 tours. Donc c'était très 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 performant et ça l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Hein, à l'époque, il y avait déjà pas mal d'aide à la conduite ou qu'est-ce qu'on a comme assistante? Il y a l'ABS, point barre, ou il y a genre un ESP déjà? Oui, non, il y a l'ABS et puis c'était très simple effectivement, voilà. Donc voilà un petit peu. Alors quand on veut acheter une qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Je commence toujours par la carrosserie, même si c'est pas une voiture des années 50, mais ça rouille autant que les voitures, même moins qu'évidemment celles des années 70-80, mais bon, passé 20 ans, 25 ans, il faut voir que c'est souvent quand même des voitures qui, en première vie, les premières années, ont été utilisées tous les jours, voire ont dormi dehors. On peut faire des routes avec du sel, etc. Voilà. Oui, ça c'est une voiture, quand on voit son dossier d'historique, voilà, elle a plus de 230 000 km aujourd'hui, elle a été utilisée très régulièrement et tout le temps. Donc, on va regarder, comme sur toutes nos autos classiques, on va regarder nos bas de caisse.
Alors là, c'est pas l'extérieur, parce que l'extérieur, ça rouillera pas, c'est du plastique, là. Ouais. Donc là, il va falloir se mettre sous la voiture. Encore une fois. Et aller regarder, on va pas se faire de la torture tout de suite, mais regardez bien que toutes les parties métalliques qui sont derrière, il n'y ait pas de corrosion perforante. Et il y en a souvent sur les séries 3 maintenant avec malgré l'âge. tout, même malgré si tout. Traité, ouais, malgré tout. Voilà. L'autre élément qui peut prendre aussi avec l'accumulation de boue, etc., c'est tout l'essieu arrière. Si c'est pas un peu de temps en temps rincé, etc., peut y avoir des problèmes de corrosion aussi qui se mettent sous l'essieu arrière. Donc ça peut être des choses à regarder. Mais ça, un examen sur un pont, comme tu dis, ça se voit tout de suite. Ou la soulever avec un cric et déjà regarder qu'on n'ait pas de corrosion perforante, surtout sur une M3 qu'on va quand même payer un peu plus cher qu'une 316 ou qu'une 320. Ça vaut combien d'ailleurs Aujourd'hui, une belle M3 comme ça, c'est quand même minimum 25 000 € pour une auto propre sans être état parfait. Et après, ça va vite être 30-35 000 € si on veut une auto absolument tip-top, conforme, etc. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est quand même une sportive qui a pu être conduite de façon un peu secouée, on va dire. Un peu virile, voilà. Correct, donc, viril mais correct. Ouais. Non mais je dirais, voilà, ça a pu sortir de la route sur tout ça. Ce qu'il faut se dire, c'est comme quand on achète une Porsche ou une Ferrari, etc. Il faut se dire que vu les performances, on va essayer de déceler est-ce qu'on n'a pas des traces d'accident ou de réparation sur la voiture. Donc ça, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que là, c'est pareil, il faut aller regarder sous la voiture, il faut aller regarder si on n'a pas des endroits qui ont été repeints sous la voiture alors que le reste est en état d'origine un peu poussiéreux et sale. Faut aller regarder si on n'a pas des traces de soudure à des endroits bizarres, etc. Ou alors éventuellement faire expertiser la voiture par un expert automobile qui saura vous dire si elle est accidentée ou non accidentée. Bon, ça c'est l'autre élément important sur ce type de voiture. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, contrairement à d'autres voitures exotiques, il n'y a pas de pièces compliquées ou chères à trouver. Parce qu'en gros, c'est une série 3 coupée avec un pack M en habillage, c'est-à-dire que vous pouviez prendre une 325 coupée et vous pouviez lui mettre les bas de caisse additionnels en plastique, vous pouvez lui mettre le pare-choc avant M technique. Alors je regardais par curiosité. Ça se retrouve. Alors voilà, alors chez BM pas toujours, mais oui, par exemple en ce moment, si on va chez les concessionnaires BMW, oui, on peut trouver un pare-choc de M3, un pare-choc en après-peinture, ça coûte, j'avais regardé, entre 500 et 600 €. Le vrai. Mais après, vous avez plein de reproductions à 150, 180 €. Alors la question, c'est toujours, est-ce qu'on met le vrai ou est-ce qu'on met pas le vrai ? Le problème de ne pas mettre le vrai, si on doit le changer, c'est que bon, les reproductions vont faire à peu près le travail au niveau esthétique. C'est pas forcément la même qualité de plastique. Et puis le carrossier qui va le monter va peut-être vous traiter de nom d'oiseau parce que derrière, les accroches, les pattes de fixation, tout ça, sont pas exactement au bon endroit, etc. Donc, il vaut mieux rester quand même sur de l'origine. Juste, moi, j'ai une petite question, parce que tu parles de pièces. Moi, je trouve ça absolument charmant. Rétro, voilà. Les rétros obus avec prise d'air, ça vaut cher un truc comme ça, mais ils sont canons, quoi. Je ne sais pas combien ils valent, je n'ai pas regardé, mais effectivement, il y en a beaucoup qui les mettaient sur des voitures qui n'étaient pas des M3 ou même des berlines 2 litres diesel, voilà, donc ça fait une partie du charme de la voiture. Mais donc pour en revenir à la carrosserie, la bonne nouvelle, voilà, c'est qu'il n'y a pas de pièces compliquées ou chères à remplacer. Bon, il faut qu'elle ait des jantes aussi, alors si possible qu'elle ait des vraies jantes. Ça veut dire quoi des vraies jantes? Celles qui étaient proposées par BMW? Voilà, parce que souvent elles ont été remplacées par des jantes accessoires différentes, etc. Donc ça, c'est vraiment les vraies jantes qui équipaient la voiture. Elles ont un petit sigle Motorsport ici. Je l'avais pas vu, Alors, qui est compliqué aujourd'hui quand on veut refaire ces jantes, quand on doit les faire repeindre, etc. Parce que, par exemple, ils ne fournissent plus chez BMW ces petits logos-là. Ah merde, il y a plein de refabrications, vous en trouverez sur des sites de vente en ligne. Mais Dixit aussi, les gens qui refondent la jante, les refabrications de ces petits logos-là ne sont pas géniales en qualité. C'est collé ou c'est clippé? Voilà. Non, c'est collé, c'est collé. Voilà. C'est marrant comme chose. Ensuite, il y a un élément qui va être important sur ces voitures, c'est suspension, direction, freinage. Parce que donc, on disait, il y a 320 chevaux, donc c'est quand même une voiture qu'on conduit. Donc c'est une voiture qui est très très performante. Suspension, vous allez en voir beaucoup aussi qui sont rabaissés ou avec des pneus plus larges, etc. que d'origine. Alors,
sur une 3,2 litres, déjà ici, là, elle est en setup d'origine, c'est déjà bas. Hein. Là, ils avaient retravaillé par rapport à une 3,25, ah oui, mais là, pas les mêmes suspensions, voilà, le même freinage, c'est plus court, voilà, donc je ne vois pas l'intérêt d'aller la mettre encore plus basse, etc., enfin modifier les paramètres série. Et le problème sur des voitures qui ont pu être modifiées comme ça, c'est qu'on va faire peut-être aussi plus travailler le châssis, on va dire, au sens large, enfin c'est pas un châssis puisque c'est une monocoque, mais on va faire plus travailler les trains, la caisse. On peut mettre des efforts supplémentaires qui n'étaient pas non plus forcément prévus sur la voiture et se retrouver avec des problèmes structurels plus importants. Donc si possible, plutôt acheter une voiture qui a sa configuration de suspension d'origine à recommander sur ce genre de voiture. S'il y a des choses, moi ça m'est déjà arrivé de voir des autos qui ont par exemple des ressorts qui ne sont pas d'origine, la voiture est mauvaise en suspension, elle est dure inutilement, etc. Autant revenir au nominal, c'est-à-dire remettre les bons ressorts. Il faut se souvenir que, par exemple, quand une voiture est développée par le constructeur, ici en l'occurrence BMW, il y a quand même de la mise au point qui est faite par vraiment des ingénieurs et des essayeurs maison qui, eux, ont testé plusieurs types de ressorts, ils ne sont pas fait chier pendant des années. Voilà, ça ne sert à rien. Et qui ont fait des tours et des tours de circuit pour valider ça et aussi pour valider qu'en utilisation quotidienne, la voiture fonctionne bien, qu'elle passe les dodanes, etc. Donc, en fait, quand vous changez tous ces paramètres, entre guillemets, sans rien y connaître, vous faites ça un peu au hasard et le résultat n'est pas forcément bien. Après, pour des utilisations très spécifiques, des gens, par exemple, qui vont faire une M3 que pour faire du circuit, bon, là, ça se comprend. Là, on se dit, OK, moi, ma garde au sol, c'est pas grave parce que de toute façon, je roule toujours sur un billard, donc je peux surbaisser la voiture de 2 cm et puis allons-y, quoi. Voilà. Mais pour une utilisation polyvalente... Tu me tends une perche. Ce fameux nominal, qui le connaît, qui a accès? C'est les concessionnaires BM ou ça se retrouve surtout? Tu vois ce que je veux dire? Tu l'emmènes chez un garagiste un peu calé. Comment il va savoir le tarage, etc. C'est accessible tout ça? Alors, en libre? Je sais pas comment on appelle data. Il y a beaucoup de documentation technique aujourd'hui qui est accessible heureusement sur Internet. Alors, ce que je conseille à tous ceux qui ont des BM, vous cherchez BMW ETK sur Internet. ETK, c'est le nom de la nomenclature de pièces de BMW. Et vous allez trouver plusieurs sites en fait qui vous la mettent à disposition en ligne. C'est-à-dire qu'avec le numéro de châssis de cette voiture, vous trouvez toute sa nomenclature de pièces. Et si vous avez des pièces à commander ou à changer, vous allez avoir les références BMW. Moi, c'est comme ça que je fonctionne en général. Puis après, je vais chez un concessionnaire. C'est génial Internet quand même. Ça, on a changé c'est génial. Je fais ma liste. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des gros bouquins ou des microfiches. Vous pouvez avoir accès au référentiel de pièces et commander ce dont vous avez besoin, un pare-choc, des billets LED de direction, enfin... Moi, j'ai toujours entendu que les pièces étaient très chères. Enfin, c'est la caricature aussi. C'est vrai ou c'est pas plus cher qu'ailleurs si je refais les amortisseurs, les ressorts? Non. Chez BMW, on ne peut pas dire, enfin, sur les voitures de cette époque-là, que les pièces soient particulièrement chères. On n'est pas dans l'univers de Porsche ou de Maserati. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un tarif de pièces de rechange de voitures de grande série. C'est aussi l'avantage de la M3, par exemple. Donc, voilà. Après, tu la vends bien, parce que finalement, tu la rends Après, voilà, il y a beaucoup plus docile qu'elle. Il y a beaucoup de choses que vous allez trouver aussi directement chez les équipementiers. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez des plaquettes de frein, vous les prenez chez Bosch directement avec la référence, par exemple. C'est pas BMW qui fabrique ces plaquettes de frein et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il faut toujours se poser la question si la pièce est spécifique au constructeur en fabrication ou si la pièce finalement vient d'un équipementier et dans ce cas-là se dire qui était l'équipementier première monte, c'est-à-dire qui fournissait par exemple les freins. Chez BMW c'est souvent ATE qui fournit le système de freinage, se dire ok j'ai besoin d'un étrier de frein, je vais changer un étrier de frein, par exemple mettons que mon étrier de frein ici j'ai besoin de le changer parce que bon là il est moche mais il est moche en surface mais il est efficace, mais je veux dire mettons que les pistons soient complètement corrodés, qu'ils soient grippés, j'ai besoin d'un étrier en échange standard, je vais aller chez BMW, ils vont me donner un tarif, je vais aller directement en ligne et chercher un étrier ATE qui est le fournisseur première monte, je vais le trouver probablement 20 ou 30% moins cher. Donc il faut être un petit peu astucieux dans ces recherches de pièces, surtout sur ce genre de voiture. Voilà. Mais Internet, effectivement, aujourd'hui, nous facilite énormément la vie. Alors, tu n'as toujours pas attaqué le cœur de la bête. Ah oui, on garde. Parce que là, on tourne. Moi, je pensais que tu allais commencer tout de suite, mais voilà. Suspension. Bon, direction, la bonne chose aussi, c'est que c'est une crémaillère de direction comme sur une autre série 3.
En tout cas, sur les 3,2 litres, à ma connaissance, c'est les mêmes, donc pas de complications particulières. Une fois qu'on a dit tout ça... Bien montrer tes fiches, il y en a des pages et des pages. Ils bossent. On peut passer au moteur. Allez, on va passer au moteur, parce qu'effectivement, c'est un peu la pièce maîtresse de la voiture. Donc, on ne va pas faire durer le suspense trop longtemps. Avertissement. Tu me dis, le moteur n'est pas très propre. N'est pas propre. C'est une vraie voiture, ça. Voilà, la voiture, donc il est un peu corrodé ce truc, mais il marche très bien. Il est corrodé, c'est-à-dire qu'il est... Je ne sais pas comment tu appelles ça, mais voilà, il y a un petit peu de... Voilà. Alors, je ne sais pas si... En plus, il faut changer les vérins, parce que ce matin, il fait froid. Non, c'est bon, je les tiens. Ouais. Donc, ça va aller. Vas-y. On a, sur ce moteur-là... Je le tiens. Non, c'est bon, je peux le tenir, moi. D'accord. Évidemment, c'est pour ça qu'on achète la voiture, donc c'est un 6 cylindres en ligne. Alors, spécificité des moteurs M, ils ont un clapet d'admission d'air par cylindre. C'est pour ça que si vous prenez déjà la version d'avant celui-là qu'il y avait sur les M5 28 ou M6 35, vous avez cette jolie tubulure d'admission comme ça avec un papillon d'air par cylindre. C'est un moteur qui respire très très fort. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, ce système étant quand même assez cher et gourmand, pour la M3 américaine, ils ont redéveloppé ça avec juste un boîtier d'admission simple. Alors, vous ne faites pas refiler une M3 américaine qui a moins de chevaux et qui n'a pas le même système d'admission, mais de toute façon, ça se voit vite parce que le haut du moteur n'est pas fait pareil. Bon. Ah bon, mais il y a des gens qui les réimportent et qui il commence à y en avoir pas mal sur le marché des M3 américaines. Ouais. Donc, l'autre particularité du moteur, évidemment, c'est une culasse 24 soupapes, c'est le petit système qui est devant, qui s'appelle le Vanos, c'est la distribution variable. Alors, c'est quoi la distribution variable? BMW l'a appelé Vanos, mais vous aviez d'autres appellations comme VTEC, etc., chez d'autres constructeurs. Donc, ça arrive sur pas mal de voitures au milieu des années 90. En gros, c'est un système pour avoir beaucoup de couple et beaucoup de puissance à différents régimes, pas seulement au régime optimum de couple ou de puissance, puisque sur un moteur comme ça, le régime de puissance, il est très élevé, le couple, il est relativement élevé aussi. Donc, qu'est-ce que ça fait le Vanos ici? On appelle ça aussi souvent un déphaseur d'arbre à cames, c'est-à-dire qu'en fait, ça va, dans les bas régimes par exemple, ça va ouvrir les soupapes d'admission d'air un petit peu plus tôt pour amener plus d'air plus tôt au moteur pour avoir un remplissage plus rapide, on va dire des cylindres et une combustion sans gaspiller trop d'essence plus importante. Ce petit système ici qui est devant, quand vous essayez la voiture, c'est assez simple de voir si ça marche ou pas, parce qu'en fait, si vous démarrez la voiture et qu'elle fait un espèce de bruit de diesel, et c'est vraiment ça, clac, 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 clac. D'ailleurs, vous l'entendrez plus ici au niveau des arbres à cames en haut du moteur, ça veut dire que ce système de Vanos, il marche plus très bien. Mais il avait tendance à casser justement? Non, c'est fiable, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, les voitures, elles ont bientôt 30 ans. Donc, ça marche, je dirais, avec des systèmes d'électroaimant. Il faut que le truc marche. Bon, s'il ne marche pas, ça veut dire qu'il y a un petit travail à faire de démonter ça, d'en mettre un nouveau en général. Et petite chose aussi à savoir, parce que souvent on oublie, la vis qui est ici, là, derrière, il y a un petit filtre qu'il faut de temps en temps, quand on fait la vidange, sortir et bien rincer, un petit tamis très fin, le filtre du Vanos. Et puis s'il est en mauvais état, pas hésiter à le changer. C'est une pièce qui coûte quelques euros, mais qui est importante pour la durée de vie du système, pour qu'il soit bien lubrifié, toujours avec de l'huile sans dépôt. Bon voilà, donc il y a cette petite particularité. Alors c'est aussi grâce à ça qu'elle est très agréable, parce que c'est une voiture qui a pas du tout d'inertie. Elle a du couple à très bas régime, et puis jusqu'à 6000 ou 7000 tours, elle est pleine, quoi. C'est un moteur qui est vraiment extraordinaire de ce point de vue-là. Ce moteur, c'est plutôt un moteur qui fait des gros kilométrages, il ne faut pas avoir peur de ça. J'aime bien dire que les BMW se bonifient avec le temps, et j'en ai déjà eu, moi, plusieurs à plus de 200 000 km qui sont très bien. Néanmoins, il a besoin d'une très bonne huile, comme tous les moteurs qui tournent à très haut régime. C'est-à-dire que plus un moteur tourne à 6000, 7000 tours, etc., plus la circulation de l'huile, vous imaginez à 7000 tours minute, le nombre d'allers-retours que font les pistons à la minute, mais c'est colossal. Donc il faut vraiment une huile top, et les 3 litres
plus que les 3 litres 2, mais les 3 litres avaient la réputation de fatiguer leurs coussinets de bielle bien avant les 200 000 km. Les coussinets de bielle, c'est des petites coquilles en métal en fait, qui sont en bas du moteur en fait, et qui sont soumis tout le temps à la rotation et à une abrasion assez forte. Voilà. Donc ça, c'est une opération quand même à 1500, 1800 €. On intervient sous le moteur. Et sur les 3 litres 2, moins apparemment de ce que disent les gens qui interviennent sur ces moteurs, parce que je crois que la pompe à huile est différente et globalement, ça marche et ça tient beaucoup plus longtemps. Bon, ça, c'est la seule opération qui peut coûter un petit peu cher éventuellement sur ce moteur. Alors, respectez bien, plus que sur d'autres voitures, les specs d'huile. Par exemple, c'est de la 10W60. Je ne donnerai pas la marque parce que c'est le partenariat avec BMW, mais il n'y a qu'une seule marque d'huile qui est approuvée pour les moteurs M. Voilà. Donc, respectez bien ça. C'est important pour la durée de vie et la santé du moteur, surtout cela si vous voulez aller loin. Pas de petites économies là-dessus. Non, pas de petites économies là-dessus. Voilà. Le reste, tout ce qui est périphérique ne pose pas de problème, c'est-à-dire, là encore, le freinage, mettre cylindre de frein, le refroidissement, tout ça, je dirais, c'est du classique, c'est partagé avec d'autres séries. Et qui avait été, comment dire, éprouvé avec le temps voilà, sur on plein est de sur voitures. Une voiture de très grande série qui est faite pour tourner tous les jours, pour faire je dirais, ce qu'elle doit faire sans souci, quoi. Voilà, donc un peu plus de soins sur l'entretien du moteur, évidemment, sur ces autos-là. Alexandre, on a fait pas mal de sujets ensemble. Je crois que c'est quand même la première fois là, sur cette auto où il n'y a pas de vis cassée, de gros problèmes. Parfois, les autos ont quand même tout un petit... Là, c'est à t'écouter, c'est quand même... Ouais, bah c'est l'avantage d'être sur une voiture tu l'as redit, de grande série, très très bien pensée. Alors, on a un toit ouvrant, ça nous fait un peu de lumière. Voilà, ça fait un peu de lumière. On peut voir, nous. Donc, merci Franck Provost. C'est des intérieurs qui sont d'assez bonne qualité. C'est pas forcément ce que BMW faisait de mieux, c'est-à-dire que c'est un peu un ton en dessous d'une série 5 de l'époque, mais c'est normal aussi, puisque c'est une série 3, c'était vendu moins cher. Mais globalement, ça vieillit bien. Ce qui peut poser problème, c'est toutes les finitions, les décors, ce qu'on appelle aujourd'hui des décors. Il faut savoir que c'est une feuille de vrai bois. Alors celle-là, elle a un pack bois. Qui a pété d'ailleurs. Voilà, qui avec le temps sèche et craque. Et en plus, ils ne font plus ces pièces en neuf, quoi. Donc aujourd'hui, si on veut les changer... Tu n'as pas trouvé un petit producteur roumain que tu vas voir dans les pays baltes? On n'a pas d'autre solution que de mettre un autre truc, style carbone ou autre. Alors là, le propriétaire de la voiture voulait rester dans l'origine, donc la voiture... Mais c'est du bois en dessous? Ouais, c'est une feuille de bois. Non, il y a une vraie feuille de bois. Il y a une vraie feuille de bois, voilà. Donc ça, c'est les seules choses qui posent problème. Bon, après, on peut le remplacer par d'autres décors. Mais c'était de série, ça? Parce que j'ai l'impression que c'était des options. Non, c'était des options. Voilà, cette voiture-là, dans laquelle on est, a énormément d'options. C'est-à-dire, par exemple, voilà, elle a les sièges chauffants ici, elle a une hi-fi qui est extraordinaire, là, qui est signée à Cardon, qui est vraiment une très très bonne hi-fi d'ailleurs, même au standard d'aujourd'hui. Elle a le toit ouvrant, elle a un pack cuir puisqu'on a des très très beaux sièges avec une couleur abricot en plus qui va bien avec le noir de la voiture. Donc c'est une voiture qui est assez optionnée. Bon, de série, elles étaient moins optionnées que ça. Mais c'est une voiture par contre qui est très ergonomique. Alors les sièges en version baquet comme ça sont un confort vraiment génial. Tout se règle, j'aime beaucoup ça souvent chez BM. Les nez de coussin se règlent ici manuellement, les autres réglages sont électriques. Remets juste les lumières, c'est tellement... Ça, c'est la signature BM des grandes époques. Ouais. C'était l'or. Voilà, les cadrans on savait tout de suite où on était. C'est vrai que c'est toujours très très joli. Pendant 30 ans, c'était les mêmes tableaux de bord. Bon, ça a changé tout ça. Mais ouais, et puis ça, c'est vraiment l'époque où il y a toutes les touches. L'ordinateur de bord avec toutes les touches, etc. Une fonction, un bouton. Une fonction, un bouton, voilà. C'est avant la grosse molette. J'ai toujours adoré ça, mais c'est vrai que quand tu n'as plus qu'un seul écran, ça fait bizarre. Tout d'un coup, là, tu as l'impression qu'il y a des verrous là, c'est le Boeing 747. Là, il y en a vraiment... Ok. Ouais, donc tu disais, après en termes de finition et d'électronique, tout ça... non, c'est sans souci. Voilà, on ne se retrouve pas avec plein de bugs, je ne sais quoi. Non, ça vieillit très très bien, globalement. Moi qui suis aussi utilisateur, mais en série 5 à peu près de ces époques-là,
Alors, dis donc, parce que là, on vend BM, vend BM, mais dis donc, chez Jaguar, on disait toujours les ciels de toit, c'est la merde. Mais là, même chez eux, les ciels de toit, alors on est dans l'époque des ciels de toit collés. Pourquoi on les colle plus toute l'industrie automobile, non, mais dans les voitures d'avant, vous aviez des baguettes et ça tenait. Comme moi dans ma Lancia, ça tombera jamais. On les refait que parce qu'ils ont pris de l'humidité ou qu'ils sont jaunis. Mais par contre, toutes les voitures là, des années 90 et jusqu'à aujourd'hui, c'est une mousse avec de la colle. Au bout de 20 ans, la colle, elle sèche et donc le tissu pend et donc on doit ressortir le ciel de toit. Alors on va le sortir en diagonale par la portière, celui-là, pour refaire et recoller un tissu propre avec une mousse neuve, etc. Bon, ça occupe. C'est un budget de combien d'ailleurs? Parce que ça, c'est pas grave, mais à chaque fois c'est très titillant. C'est un billet de combien? Quand on veut rien faire soi-même, quand on apporte la voiture à faire, c'est autour de 500 € entre la main d'œuvre et le prix du tissu. Après, si on veut aller plus vite et économiser, on peut déjà tout démonter soi-même, sortir la planche du ciel de toit. Vous trouverez des tas de tutos sur YouTube pour le faire. Apporter ça à un sellier qui, lui, va regarnir ça avec un truc bien propre et le remettre ensuite dans la voiture. Alors le remettre dans la voiture, des fois, est un peu délicat parce que quand on le remet, il se plie un peu, ça peut marquer un peu. Et puis la colle, ça peut faire des... Faut être soigneux, faut être très soigneux ça peut gondoler. Faut être très très soigneux pour faire ça. Donc voilà, mais c'est la seule chose qui vieillit un petit peu plus à l'intérieur. Sinon, les cuirs, c'est costaud, les moquettes sont belles. Que je comprenne bien, on en avait parlé une fois dans la Maserati. J'ai un bloc de clim, par exemple, qui ne marche pas. J'ai une aiguille. Tout ça, ça se retrouve. J'en trouve un autre d'occasion qui marche. Ça se retrouve. J'en trouve un autre d'occasion qui marche. C'est-à-dire que tout ce qu'on a là, on l'a sur n'importe quel... On ne va pas pleurer toute sa vie et on trouve. Non. Il y a eu suffisamment de production et de gens qui ont démonté des voitures qui étaient cassées en carrosserie, tout ça, pour trouver ça derrière. Donc ça, c'est pas un souci. D'accord. Donc il n'y a rien à ajouter sur l'intérieur. Je suis bluffé quand même. Voilà. Et c'est une vraie 4 places. Les places arrière, même sur le coupé, sont très bien faites. Est-ce que tu recommanderais cette voiture à une clientèle en particulier par rapport à ses performances? C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui ont... Il faut avoir un coup de volant, etc. Ou quelqu'un qui serait juste séduit peut se lancer là-dedans? Je dirais qu'il n'y a pas besoin de conduire sportivement la voiture pour l'apprécier parce qu'elle est très douce en utilisation normale, elle est très progressive. Le son du moteur fait le plaisir de la voiture, c'est-à-dire juste de la sortir, même en conduite normale, on a beaucoup de plaisir sans aller dans des hauts régimes. Après, il y a vraiment deux voitures, c'est-à-dire si on utilise la première moitié du contour, on va dire que c'est une voiture avec un beau 6 cylindres classique, mais une 2,5 litres à peu près pareil. Ouais. Et après, quand on va dans la deuxième moitié du contour, là, c'est autre chose. Là, on change de rayon, quoi. Il faut s'accrocher au volant pour la piloter ou... Non, c'est pas qu'il faut s'accrocher au volant, c'est que le problème après, c'est que c'est une voiture, on va dans un domaine d'utilisation qu'on peut pas vraiment utiliser sur route. Faut aller sur circuit pour se faire plaisir un petit peu, parce qu'on monte très vite à des vitesses pas possibles. Mais la voiture est pas délicate particulièrement. Elle est très prévenante, elle a un empattement relativement long, donc elle est très stable en virage, tout ça. Voilà. D'accord. Petite observation, je vois que là, il y a des coutures de couleur M. Ça, c'était de série comme ça? Oui, le volant avec les surpiqûres. Il s'embêtait à mettre du couleur du M Motorsport, là. D'accord. Non, là, il y a quelques petits détails, effectivement, le volant. Alors, les aiguilles rouges, qui sont spécifiques, et le tachymètre jusqu'à 280, ça, c'est spécifique à la M3, l'instrument. Elle était bridée à 250, comme à l'époque? Elle était bridée à 250, mais elle se chronométrait facilement à plus de 260 vent arrière, même sans la débrider. Donc, voilà. Et oui, débridée, je crois qu'elle arrive à 265 ou quelque chose comme ça. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas d'une grande utilité. Tout ça. D'accord. Voilà. Bon, on a tout dit pour ce... Allez, on part en M3. On part en M3. Voilà. Merci Alexandre. Alors, à bientôt. Pour ceux qui ne connaîtraient pas POA, on a plusieurs épisodes de Que faut-il savoir avant d'acheter. Allez sur le site poa.tv, vous découvrez d'autres rubriques sur le design, sur les essais d'anciennes, sur les essais de modernes. Voilà, abonnez-vous aussi à POA, c'est important pour nous. Et puis à très vite pour un autre Que faut-il savoir avec Alexandre. À bientôt. Ciao. It sound right, boy.